Le titre que nous avons donné à l'exposé est un peu différent du titre du programme. Mais Carrière de l'enseignement supérieur français, un portrait d'ensemble. Donc voilà le collectif qui s'y est attelé. Nous avons une grosse base de données que nous avons commencé à exploiter à 5 et 3 d'entre nous présentent le travail. D'abord, c'est un exposé qui porte sur la France spécifiquement. Donc nous essayons de faire mentir l'argument selon lequel la recherche en France n'est pas assez développée. Nous y travaillons, nous y employons. Oui, il y a un problème. Est-ce que... Voilà. Les études internationales sur l'emploi académique révèlent une tendance générale à la différenciation des carrières, on en a parlé, et des catégories de personnel enseignant. Les problèmes classiques d'organisation des carrières, des conditions d'accès, mécanismes de recrutement, de promotion, construction hiérarchique des positions, allocation des tâches, des responsabilités, la hiérarchie des emplois, différenciation salariale, sont aujourd'hui fortement surplombés par une question très lancinante, c'est tâches d'enseignement et de recherche n'ont pas la même valeur. Des allocations différentielles de ressources, des formules de stratification des établissements par réputation et des compétitions à l'échelle nationale et internationale pour apparier les qualités d'étudiants et d'académiques désirés mettent en avant la recherche comme facteur principalement discriminant. D'où la question de la différenciation des emplois permanents et protégés versus emplois contractuels ou à temps plein ou à temps partiel et des profils de carrière. Le cœur historique du travail académique est-il en train de se fissurer? Y a-t-il un couplage ou un découplage de l'enseignement et de la recherche? La question corrélative est aussi celle de la différenciation de la main-d'œuvre académique selon la nature des établissements, qu'ils soient à dominante de recherche, qu'ils soient généralistes, spécialisés, à vocation professionnelle ou de cycle court. La situation, en fait, pour la France était d'avoir jusqu'ici, très largement, un système universitaire, universitaire proprement dit, qui est assez peu différencié, mais aussi un double principe de dualisation dont les universités ne constituent qu'un élément. Dualisme université versus grandes écoles, et, où la variable de sélection des étudiants est décisive, et le dualisme université versus établissement de recherche. Pour en donner une illustration de cette relative homogénéité du système français par rapport à d'autres, je vous présente rapidement ici des diapositives. J'avais déjà présenté ce matériel dans mon cours, mais qui vous montre la situation des carrières en France à gauche et en Allemagne. Je vous en présente une autre sur la situation anglaise, mais le principe est le même. En rouge, tout en haut à gauche, vous avez les positions d'entrée dans la carrière qui sont financées par des bourses, donc typiquement les positions doctorales et postdoctorales. En vert, c'est très présent dans le système allemand et anglais, mais pas dans le système français. Vous avez des positions financées par des contrats et des subventions non récurrentes, donc temporaires. En bleu, vous avez les positions académiques financées sur la dotation de base de l'université, qui viennent ou de l'État, si c'est l'État qui est le financeur, donc dans des positions publiques. Et vous voyez que le système français utilise beaucoup cette ressource-là, essentiellement des positions publiques. Et en jaune-orange, en jaune, ce que vous voyez ici, c'est les positions de recherche qui s'ajoutent aux positions d'enseignement et qui viennent du secteur public, par exemple les institutions de recherche, les grands établissements de recherche, ou éventuellement du secteur privé quand il y a des partenariats industriels. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que le système français est très simple d'une certaine manière, alors que le système allemand fait beaucoup appel à des positions contractuelles qui peuvent être extrêmement durables et sans lien direct avec la position bleue, la position de carrière stable. Et le système anglais, c'est encore plus net. Les positions temporaires sont beaucoup plus fréquentes à toutes les étapes de la carrière. Vous avez une hiérarchie, quand on va du haut vers le bas, on va vers la seniorité et vers des positions plus avancées dans la carrière. Ce qui déclenche, c'est l'image de droite, des raisonnements très nombreux sur le dualisme enseignement-recherche.
des scénarios ont été construits pour rendre compte de la diversité des pratiques aujourd'hui dans l'enseignement et la supérieur anglais ou britannique, avec un scénario qui donne une distinction entre des carrières entièrement orientées sur l'enseignement, des carrières mixtes, teaching and research track, et des carrières totalement liées à la recherche sans enseignement. Et ça, c'est la version la plus équilibrée, en quelque sorte, du mécanisme de différenciation. Il y a une version duelle qui est simplement enseignement et de l'autre côté recherche. Et enfin, le système qui reste le système classique homogène où on ne différencie pas les deux activités, mais qui tend à se restreindre. Et donc, on voit bien que la question est effectivement très directement posée, mais si je reviens à la slide sur la France, vous comprenez bien que l'état historique de la construction de l'activité et des carrières dans l'enseignement et la recherche, il n'est pas construit sur des principes de dualisation aussi clairs et aussi nets. Donc, le pari que nous avons fait, c'est explorer la situation française à partir de ce que nous connaissions déjà et de ce que nous allions trouver avec des données massives, enfin importantes. Qu'est-ce que nous savons sur les carrières françaises, d'après les travaux déjà réalisés? Les profils et les mouvements de carrière diffèrent selon les disciplines et peuvent révéler notamment le rôle de l'âge au recrutement et de la promotion, l'importance de la longueur des périodes de pré-recrutement, durée variable des doctorats ou des contrats post-doctoraux, qui peut s'allonger aussi en fonction du déséquilibre entre l'offre et la demande d'emploi et en fonction de la courbure de la productivité individuelle au long du cycle de vie professionnelle, des modalités de carrière différenciées qui peuvent renvoyer à des différences dans l'organisation des recrutements et de la hiérarchisation des emplois. On a déjà évoqué le cas des disciplines facultaires comme le droit, l'économie, la gestion, qui ont une agrégation du supérieur, où on peut accéder très tôt à des emplois de professeurs, alors que ça n'est pas la norme dans beaucoup d'autres emplois. Et il faudrait mentionner aussi, mais il est hors champ de notre étude, le cas des emplois d'enseignement et de recherche dans la médecine. Enfin, nous connaissons aussi un certain nombre de déterminants des carrières individuelles qui sont bien explorés pour expliquer la combinaison de sélection et d'incitation dans la structuration des carrières. La productivité scientifique signale le poids accordé à la recherche dans les progressions de carrière quand elles ont la forme d'un tournoi éliminatoire dans un système pyramidal gouverné par les pairs. L'identité sexuée, je rappelle ici un travail très original après beaucoup d'autres, mais qui fait le point à partir aussi d'une revue de littérature de Jacques Mérès et de Michele Pezzoni que nous avons publié dans la revue économique sur les physiciennes et les physiciens. Est-ce que les femmes physiciennes, une fois corrigé l'impact de la maternité, sont aussi productives ou pas que leurs collègues masculins? Eh bien oui, une fois qu'on a fait un certain nombre de contrôles statistiques. Ou encore la pression démographique et ses variations. Alors, ces travaux ont des limites, et c'est à ces limites que nous sommes attaqués. D'abord, il y a une approche réductrice de la carrière. L'essentiel des travaux concerne le passage maître de conférence professeur, et ça ne concerne pourtant qu'une partie des personnels et mobilisés par le système d'enseignement supérieur et une partie des carrières. Les travaux ont généralement été réalisés sur un petit nombre de disciplines en raison des difficultés de procéder de manière homogène à une analyse d'ensemble et le choix des disciplines, par exemple, ce sont les travaux que Christine a évoqués ce matin, Christine Musselin, était soit un échantillonnage raisonné, c'est-à-dire des contrastes suffisants entre quelques disciplines retenues, soit une exploration en forme d'auto-analyse. Les économistes, par exemple, aiment beaucoup analyser leur propre monde professionnel et les déterminants de leur carrière, de leur productivité. Mais il n'y a pas non plus, c'est une autre limite importante, de prise en compte des établissements comme variable active, c'est-à-dire de la partition université, grandes écoles, instituts, ni non plus un autre facteur qui nous paraît évidemment considérable, c'est les mobilités entre les établissements. Ça a été évoqué ce matin par Gaël Goestelec à propos de l'internationalisation, mais on peut aussi l'évoquer à propos des marchés nationaux d'emploi, des mobilités entre établissements au cours de la carrière. Et donc notre approche part de cette ambition qui est différente. Le système d'activité
dans le monde universitaire est composé d'emplois dont les emplois traditionnellement étudiés comme le cœur ne sont qu'une fraction. Il est organisé en carrières, il varie selon les disciplines d'enseignement et de recherche et il varie selon les caractères des établissements où ces emplois et ces carrières sont logés. Et notre propos est de relier ces 4 dimensions à l'aide d'un nombre limité d'outils exploratoires, essentiellement des analyses de séquences et des classifications, avant de procéder à des modélisations plus complexes. Et donc l'analyse porte aussi sur l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur dont le personnel relève de la gestion du ministère de l'enseignement supérieur pour des raisons que nous allons vous exposer tout de suite en vous présentant le matériel statistique que nous avons exploré. Simon, c'est à toi. Donc, ce sont des données qu'on a obtenues suite à la signature d'une convention avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et ce sont en fait des données administratives de suivi de carrière des personnels enseignants, chercheurs qui sont directement liés à la tutelle ministérielle. Et on a uniquement des titulaires, donc des gens qui ont passé des concours. Ce sont des données anonymisées et elles couvrent la période 1984-2014, ça fait 30 ans. On a donc 120 000 individus et pour ces 120 000 individus, on a des longueurs plus ou moins importantes de présence dans ce fichier qu'on appelle le fichier historique, le fichier des carrières. Donc du coup, on a un peu plus de 1 600 000 observations annuelles, c'est-à-dire 1 600 000 individus année. Le périmètre des données, c'est toutes les disciplines telles qu'elles sont présentes dans la nomenclature du CNU, nomenclature officielle, sauf médecine et pharmacie. On a tous les établissements rattachés au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donc il y a des universités, des écoles d'ingénieurs, des grands établissements, donc ça fait plus de 300 entités. Évidemment, la limite principale que vous aurez devinée, c'est qu'on dispose de ce fichier administratif qui ne renseigne pas la production scientifique des individus. Donc pour le moment, on travaille sans cette information qui est capitale pour comprendre les carrières, mais ceci dit, vous allez voir, on peut quand même dégager certains résultats de recherche. En revanche, l'atout, comme l'a dit Pierre Michel, c'est que ça permet d'avoir une approche générale du problème qui tient compte à la fois déjà de l'ensemble des statuts qui existent, en tout cas chez les titulaires, et des disciplines. Alors, voilà un graphique qui représente l'évolution des effectifs sur cette période en nombre d'employés. La première chose qu'il montre d'abord, c'est les catégories que l'on a retenues pour décrire ces effectifs. Et la deuxième chose, évidemment, c'est l'évolution de ces catégories. Donc, les statuts qu'on a retenus, en réalité, dans ce fichier administratif, il y a peut-être une cinquantaine de catégories, parce qu'il y a un tas de catégories qui sont un peu exceptionnelles et qui peuvent être regroupées. Et en tout, on aboutit à 6 grandes catégories qui permettent de comprendre l'évolution des carrières individuelles. Et dans ce système de mobilité, la succession hiérarchique bien connue de maître de conférence au corps des professeurs, eh bien, elle représente 2 des 6 catégories. Il y a aussi, par exemple, la catégorie des maîtres de conférences hors classe, qui sont ici en jaune, qui représente une sorte de promotion qui n'a pas la même signification que la promotion au grade de professeur et qu'on a voulu détailler. Il y a aussi la catégorie dont on va parler aussi pas mal, qui est indiquée ici en bleu, AM2D, ce sont les détachés du secondaire. Donc c'est des enseignants du secondaire qui ont passé le CAPES ou bien l'agrégation et qui sont détachés dans le supérieur. Donc ils représentent une proportion importante des enseignants-chercheurs. Et enfin, les PAST qui sont en marron, ce sont les professeurs associés. C'est un statut qui a été, en tout cas qui est utilisé soit pour faire venir des
universitaires étrangers en France pour une période plus ou moins limitée, ou bien pour donner un statut particulier à des professionnels extra-académiques français pour la plupart. Donc ce qu'on voit là, c'est qu'il y a déjà une augmentation importante des effectifs entre 1990 et 2000, qu'en revanche, avant 90 et après 2000, bon, l'augmentation est beaucoup plus faible, c'est une quasi-stagnation. Ce qu'on voit aussi, c'est la disparition d'un corps que je n'avais pas mentionné jusqu'ici, le corps indiqué en vert, qui sont les maîtres assistants, qui ont été... c'est un corps qui a été aboli en 1984, donc il y a une disparition progressive des gens dans cette catégorie. Et enfin, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les détachés du secondaire et les maîtres de conf hors classe, ce sont les deux catégories qui augmentent le plus depuis à peu près les années 90, alors que la part relative des maîtres de conférences et des professeurs reste stable. Alors, on va vous présenter ici un modèle de régression logistique qui explique l'accès ou non au corps des professeurs dans une durée de 20 ans dans les carrières des enseignants-chercheurs. Donc, par conséquent, pour le calcul de ce modèle, on a retenu uniquement les gens qui restaient 20 ans dans ce fichier administratif. Généralement, une régression, elle est présentée à la fin d'une présentation pour essayer de résumer le résultat principal d'une recherche. Notre démarche, elle est différente ici. C'est une régression qui sert de cadrage. Premièrement, parce que pour faire vraiment un modèle complet de régression, il faudrait, comme on l'a dit, intégrer des données sur la productivité scientifique et aussi d'autres facteurs. Et deuxièmement, parce que c'est une régression qui montre très très bien l'importance du statut d'entrée dans la carrière sur la suite du parcours et sur l'accès notamment, sur les chances d'accès au grade dominant de l'échelle de la carrière universitaire qui est le corps des professeurs. Donc, dans cette régression, on voit, quand on regarde les coefficients qui sont indiqués dans la colonne intitulée « Estimate », on voit que on retrouve les effets classiques mentionnés par la littérature, donc je ne m'attarde pas là-dessus. Et on voit que l'effet le plus fort sur la probabilité de devenir professeur, c'est le statut d'entrée. Et quand on a regardé les rapports de chance, les odds ratio, on a constaté que les entrants comme détachés du secondaire ont 12 fois moins de chances de devenir professeurs à autres caractéristiques égales que la catégorie de référence qui sont les entrants au corps de maître de conférence. Donc voilà une piste qu'on a vraiment cherché à suivre, mais pas en regardant uniquement le point d'entrée et le point d'arrivée, mais en regardant tout ce qui se passe entre les deux. Donc c'est ça l'approche en termes d'analyse de séquence qu'on a essayé de développer. Et pour cette analyse de séquence, on a fait un échantillon de la population de manière à avoir une population suffisamment informée pour pouvoir faire ce type d'analyse. Donc ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on a exclu d'office tous les individus qui étaient présents dans le fichier dans la première année de recensement du fichier, de manière à ne pas avoir des individus dont on ne connaît pas le début de carrière. Donc on a uniquement des gens qui sont rentrés dans le fichier après 1984. On a gardé uniquement les gens qui sont présents au moins 20 ans, parce que si on gardait des gens présents seulement 10 ans, par exemple, on aurait bien sûr plus de monde, mais on aurait un gros problème, c'est qu'au bout de 10 ans, tout n'est pas joué. On a remarqué en regardant les carrières, ça sera présenté plus tard, vous le verrez, qu'il faut attendre au moins 18-19 ans pour comprendre la destinée des individus. Et enfin, on a retiré les gens dont la trajectoire avait des trous à l'intérieur. Il n'y avait pas grand monde de toute façon et c'est beaucoup plus utile. Donc on a des carrières de 20 ans pleines, 15 000 individus. Donc ça, c'est un graphique qui représente justement ces carrières de 20 ans pleines
dans la totalité de notre population. C'est une courbe de densité, une courbe de répartition en gros, et donc on représente le pourcentage des individus de notre fichier administratif en fonction de la durée de présence dans ce fichier administratif. Donc par exemple, on voit que les durées de 4 ans sont les plus fréquentes dans le fichier. Ça veut dire que soit c'est des gens qui sont rentrés en 2011 qui ont fait les 4 dernières années du fichier, soit c'est des gens qui étaient sur des statuts qui durent pas longtemps, comme le statut de PAST, de professeur associé. Bon, voilà. Et donc nous, ce qu'on conserve, comme je vous l'ai dit, c'est les gens qui restent au moins 20 ans. Donc c'est les 15,8% qui sont représentés à droite de cette courbe de répartition. Notre échantillon ne reflète pas de manière extrêmement fidèle la population totale. C'est en partie logique, puisqu'on sélectionne les gens qui restent le plus longtemps dans le fichier. Donc déjà en termes d'âge, c'est pas la même chose. Alors les grands déséquilibres, c'est la discipline. Notre échantillon représente les individus qui sont dans le grand ensemble de disciplines des sciences. En revanche, il tend à sous-représenter un tout petit peu les lettres et le droit. Les professeurs assistants sont sous-représentés et les individus présents la dernière année de recensement en 2014 sont surreprésentés. Et en moyenne, évidemment, l'âge est plus élevé dans notre échantillon. Donc c'est les choses à tenir à garder en mémoire pour les interprétations qui vont suivre. Alors, on a observé, avec ces 6 catégories professionnelles, 37 combinaisons possibles sur l'ensemble des combinaisons théoriques qui sont innombrables, qu'on aurait pu trouver. Donc déjà, l'espace des possibles empiriques est relativement restreint. Et en fait, quand on regarde bien, il y a 4 schémas de carrière qui représentent 75% des carrières observées. Donc les maîtres de conférences qui deviennent professeurs, qui représentent un peu moins d'un quart des situations, les détachés du secondaire qui restent détachés du secondaire pendant 20 ans, les maîtres de conférences qui restent maîtres de conférences pendant 20 ans, et les maîtres de conférences qui sont promus à la catégorie de maîtres de conférences hors classe, qui représentent 14%, et le reste des parcours est représenté dans le graphe en bas de la diapositive, et en fait, il représente des nombres relativement restreints d'individus. Voilà. Et donc là, avant de passer la parole à mon collègue qui va présenter vraiment l'analyse de séquence en tant que telle, je termine avec une diapositive qui représente les courbes de répartition des âges des individus en fonction de la trajectoire qui suivent. Et donc, ce sont les âges à l'entrée dans la carrière. Donc, par exemple, si on regarde les individus qui commencent comme maîtres de conférences et qui ensuite deviennent professeurs, donc c'est en bleu clair, c'est une courbe unimodale avec l'âge le plus fréquent, c'est 30 ans. Et c'est une courbe relativement normée, c'est-à-dire qu'en fait, le gros des maîtres de conf qui vont devenir professeurs rentrent dans l'enseignement supérieur autour de 30 ans. À vrai dire, il y en a très peu en dessous de 25 ans et relativement peu au-dessus de 40 ans. Donc c'est un phénomène, une démographie relativement normée. Et on retrouve cette même forme normée à vrai dire, pour les autres destins des maîtres de conférences. Donc les maîtres de conférences qui restent maîtres de conférences ou les maîtres de conférences qui vont plus tard devenir maîtres de conférences hors classe. En revanche, on a un autre modèle démographique très marqué chez les détachés du secondaire qui entrent, c'est plus évasé, c'est beaucoup moins normé. Il y en a une partie qui rentre autour de 30 ans, mais en fait, l'âge modal est d'à peu près 40 ans. Et là, on ajoute une autre catégorie dont on n'avait pas encore parlé aujourd'hui, un autre schéma de carrière, ce sont les détachés du secondaire qui quittent ce statut pour rejoindre un autre. La plupart du temps, c'est le statut de maître de conférence. Et eux, en fait, sont rentrés la plupart du temps plus tôt, de manière plus précoce que les autres détachés du secondaire. Donc voilà une première piste, des premières descriptions.
qui nous invite à regarder plus précisément ce qui se passe vraiment au sein des trajectoires. Et donc, je laisse la parole à mon collègue. Merci. Donc oui, je prends le relais et je vais parler sûrement de manière plus soutenue parce que j'ai à peu près 10 minutes pour faire passer pas mal d'informations, mais je vais quand même essayer de me rendre assez clair. Donc mon idée ou ma mission, c'est de vous convaincre que l'analyse de séquences, grâce à ces modes de représentation graphique, fournit un complément très utile aux approches inférentielles, souvent employées, notamment dans les analyses sur l'enseignement supérieur et la recherche. Pardon. Cette première image, à titre d'exemple, elle est parfaitement illisible, ne vous inquiétez pas, j'en ai conscience, permet cependant d'expliquer son principe de lecture. Donc voilà, là on a, on va dire, une analyse de séquence aléatoire, mais ça permet d'expliquer les choses. Donc ici, j'ai 15 000 lignes horizontales superposées, et chaque ligne correspond à une carrière de 20 ans pour ces 15 000 individus. En d'autres termes, un individu entré dans l'enseignement supérieur comme enseignant du secondaire détaché, AM2D, devenu maître de conférence au bout de 5 ans, puis maître de conférence hors classe au bout de 15 ans, et enfin professeur à sa 18e année, sera représenté par une unique ligne horizontale, initialement bleue de 0 à 5 sur l'axe des abscisses, puis rouge de 5 à 15, jaune de 15 à 18 et rose de 18 à 20. De la même manière, une ligne uniformément rose représente une carrière de 20 ans uniquement en tant que professeur. Maintenant que le principe est rapidement expliqué, voyons l'intérêt d'un tel mode de figuration. Alors, ici, ces mêmes 15 641 trajectoires individuelles de 20 ans sont désormais agencées sur chacun de ces deux graphiques selon un principe relativement simple, en fait. Dans le graphique de gauche, l'algorithme rassemble d'abord, verticalement, il rassemble les lignes entre elles selon le statut occupé en première année. C'est-à-dire qu'on va mettre ensemble tous les individus qui ont débuté en tant qu'enseignants du secondaire, dans un groupe, dans un autre groupe, tous les individus qui ont débuté en tant que maître de conférence, etc., etc. Une fois que ces premiers groupes sont faits, on va refaire l'opération au sein de chacun de ces groupes pour la deuxième année. C'est-à-dire, au sein de ceux qui étaient détachés du secondaire en première année, on va faire un premier sous-groupe de ceux qui sont restés attachés du secondaire en deuxième année. Un deuxième sous-groupe de ceux qui sont passés maîtres de conférence en deuxième année, etc., etc., jusqu'à la 20e année. Le graphique de droite, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de partir de la première année à gauche, on part de la 20e année à droite. Alors, si cette approche peut paraître simpliste, j'espère pouvoir vous montrer qu'elle s'avère particulièrement heuristique. Ainsi, si on regarde la gauche du graphique de gauche, il apparaît que les débuts de carrière se font principalement au statut de maître de conférence pour près de la moitié des cas, puis secondairement au statut d'enseignant du secondaire pour un quart des cas, puis de façon nettement moindre de professeur, d'assistant et d'associé. Si l'on s'intéresse maintenant à la droite du graphique de droite, on constate que le devenir à 20 ans de ces 15 641 individus se divise en un gros tiers de professeurs, un autre gros tiers de maîtres de conférence ou de maîtres de conférence hors classe, et enfin d'un petit quart d'enseignants du secondaire détachés dans le supérieur. Rien de très révolutionnaire, mais une objectivation claire de la composition des corps en début et en fin de carrière à 20 ans. Cela rend bien compte du poids important, comme Simon l'évoquait, de carrières peu étudiées, à savoir à la fois celles qui n'aboutissent pas au poste de professeur, mais aussi celles qui ne débutent pas au poste de maître de conférence. De manière plus fine maintenant, alors on va s'intéresser qu'au graphique de gauche. Si l'on s'intéresse aux individus qui débutent leur carrière en tant qu'enseignants du secondaire, donc là, alors j'ai vu qu'il y avait un rayon laser là, tout à l'heure, je ne sais pas si c'est ça. Bon, on va abandonner tout de suite. Donc, si on s'intéresse aux individus qui débutent leur carrière en tant qu'enseignants du secondaire, comment ça marche ? Donc, en gros, je vais vous parler là de cette espèce d'escalier bleu et de son prolongement. Bon, j'y arrive pas. Mais vous voyez, il y a un escalier. Ah oui, ça y est. Escalier bleu.
escalier bleu, et son prolongement, c'est-à-dire on part de là et on reste horizontal. Bon. Alors, on peut discerner, sur cet escalier bleu, que la hauteur des marches de cet escalier tend à se réduire année après année, ce qui permet d'illustrer qu'il y a de moins en moins d'individus qui passent maître de conférence année après année. En d'autres termes, plus on passe d'années en tant qu'AM2D, moins on a de chances de devenir un jour maître de conférence. Autre exemple, les individus qui débutent maître de conférence, soit l'escalier rouge, un peu plus haut. On constate dans ce cas que le seul changement d'état en début de carrière est celui de passage à professeur, en rose donc. La probabilité de ce passage, si l'on se base sur l'approximation, je précise, de la hauteur des marches, tend à s'accroître. Ce coup-ci, les marches augmentent sur les 10 premières années, puis, progressivement, les passages évoluent depuis un devenir professeur, donc un passage de rouge à rose, vers un devenir maître de conférence hors classe, de rouge à jaune. Ainsi, à partir de 16 ans, en tant que maître de conférence, la possibilité de passage au statut de professeur semble presque nulle. La mise en évidence de ce phénomène fournit, par exemple, une piste intéressante quant au rôle joué par le statut de maître de conférence hors classe. Il pourrait en fait servir d'une sorte de soupape face à la pression accrue générée par l'accroissement du nombre de postes de maître de conférence ouverts par rapport au nombre plus restreint de postes de professeurs disponibles lors de la seconde massification débutée à la fin des années 1980. Je précise que le statut de maître de conférence hors classe a été créé au même moment. Ce mode de description de la population générale est également déclinable pour comparer des sous-populations de ce fichier, ce que je vais faire maintenant au pas de charge. Donc, on peut par exemple comparer les carrières des individus de nationalité étrangère, à gauche, à ceux de nationalité française, à droite. On voit ainsi que le statut d'enseignant du secondaire détaché dans le supérieur ne concerne, pour ainsi dire, que des individus français, et qu'inversement, les carrières intégralement en tant que professeur sont davantage fréquentes pour les étrangers. Mais alors, attention ici, bien sûr, à la surinterprétation, car ce taux d'entrée directe au rang de professeur, plus fort chez les étrangers, peut bien sûr s'expliquer par une carrière antérieure débutée hors de France. Un exemple peut-être le plus édifiant, ça se discute, est celui des différences de carrière selon le sexe. Les hommes, à droite, se caractérise par une surreprésentation des carrières débutant ou aboutissant au poste de professeur, alors que chez les femmes, à l'inverse, on constate une nette surreprésentation de maîtresses de conférences qui conservent ce statut pendant 20 ans, qui deviennent maîtresses de conférences hors classe, et dans une moindre mesure d'enseignants du secondaire. Alors, ça s'appelle carrière et discipline, ça devrait s'appeler carrière et faculté. Donc, il s'agit là de différences entre 3 regroupements de disciplines tels qu'opérés par le CNU. On est toujours hors médecine et pharmacie. On peut constater, parmi les différences notables, donc on a droit, lettres, sciences, que les lettres, au milieu, sont bien davantage composées d'individus débutant leur carrière en tant qu'enseignants du secondaire. Il y a plus d'individus qui débutent bleus en lettres qu'en droit qu'en sciences. Mais que par ailleurs, le fait de débuter en tant que détaché du secondaire ne veut pas dire qu'on le restera nécessairement. Il y a une probabilité plus grande de passage à un autre statut quand on débute en tant qu'enseignant du secondaire en lettres plutôt qu'en droit ou en sciences. En d'autres termes, en droit et encore plus en sciences, un début de carrière en tant qu'enseignant du secondaire est synonyme d'une très faible probabilité de changement de statut. Les carrières en droit, donc je rappelle juste rapidement que droit pour le CNU, ça veut dire droit public, droit privé, histoire du droit, économie, gestion, sciences politiques. Les carrières en droit se distinguent nettement dans le cas des individus débutants comme maîtres de conférences. Vous verrez, comparer l'escalier rouge de droit par rapport aux escaliers rouges de lettres et de sciences. Donc, ils se distinguent nettement par la concentration du passage au poste de professeur dans les toutes premières années de l'occupation de ce statut. Ceci résulte, comme d'autres études l'ont déjà expliqué, du mode spécifique de promotion pour ces disciplines, l'agrégation du supérieur.
Une dernière différence notable distingue les lettres dans la possibilité d'un passage relativement tardif au statut, un passage tardif du statut de maître de conférence à celui de professeur. En effet, alors qu'en sciences et en droit, le changement d'état d'un maître de conférence à partir de 13 ans de carrière est presque uniquement réservé au passage au statut maître de confort classe, la possibilité de passer professeur reste encore réelle jusqu'à la 17e année de carrière de maître de conférence en lettres. Donc là, différence tendancielle selon l'appartenance facultaire des disciplines du CNU. Alors, je ne m'attarde vraiment pas sur ce cas, mais indique juste, en fait, c'est un exemple. Il permet de voir, là, c'est quelque chose qu'on a fait, on a comparé les débuts de carrière débutés en Île-de-France, débutés à Paris, débutés en province. Et on voit très bien, enfin, au bout d'un moment, quand on s'habitue à ce mode de visualisation, que le fait de débuter en Île-de-France, ça s'apparente davantage au fait de débuter en province que de débuter à Paris. Ce type de résultat permet donc, avec cette méthode, de construire des découpages raisonnés de catégories pour des analyses ultérieures. Un contraste donc aussi assez saisissant est celui entre profil de carrière débuté dans une université et profil de carrière débuté dans un grand établissement. Alors, outre la surreprésentation dans les carrières débutées dans les grands établissements des carrières de 20 ans en tant que professeur, qui s'explique notamment par le recrutement d'individus provenant du CNRS, dans le cas par exemple du Collège de France ou de l'EHESS, on constate qu'une carrière débutée en tant qu'enseignant du secondaire dans un grand établissement, donc l'escalier bleu de grand établissement à droite, une carrière débutée en tant qu'enseignant du secondaire dans un grand établissement a pour devenir à 20 ans le plus probable le statut de professeur, alors que dans les universités, c'est le maintien du statut d'AM2D sur 20 ans qui est le plus et de loin probable. Preuve donc de l'importance de la prise en compte des établissements, et donc du premier établissement occupé, ici, dans le sens à attribuer aux différents statuts de l'enseignement supérieur. Ici, on voit bien que commencer à M2D... Bon, je vais y revenir. Pour illustrer ce dernier point, je propose pour finir 2 zooms rapides sur des profils d'établissements et de disciplines spécifiques. Très rapidement. Donc, dans le cas des établissements, on voit par exemple que les débuts de carrière à l'École nationale d'ingénieurs de Metz, en haut à gauche, ou au Collège de France, en haut à droite, le statut en début d'entrée dans le fichier historique est un bon prédicteur d'un statut identique à 20 ans. Pour le dire vite, quand on commence sa carrière en tant que maître de conf au Collège de France, on a plus de chances de rester maître de conf au Collège de, maître de conf à 20 ans. A l'inverse, dans le cas de l'Observatoire de Nice en bas à gauche et encore plus de l'École normale supérieure de Paris en bas à droite, ah oui, donc École normale supérieure en bas à gauche et Nice en 1, un début de carrière dans ces établissements prédispose à une mobilité de statut, qui plus est celui de professeur. Hop, discipline, c'est la dernière diapositive. Une comparaison des profils donc entre paires de disciplines de chaque faculté. On constate une structuration très distincte entre disciplines souvent pensées comme proches, économie et gestion, mathématiques, mathématiques appliquées, histoire ancienne, histoire moderne. Une comparaison fine prendrait trop de temps ici, mais on peut mentionner le fort différentiel de taux d'enseignants du secondaire entre ces couples, qui s'explique, dans le cas de la gestion, qu'on a regardé d'un peu plus près, par le poids très important des IUT dans l'offre de formation de cette discipline, à la différence de l'économie. Les mathématiques, cas particulier, on l'a déjà vu ce matin, se caractérisent par leur très forte stratification des carrières. Les AM2D, débuter AM2D en mathématiques, c'est, dans une écrasante partie des cas, rester AM2D pour 20 ans ou, au mieux, passer maître de conférence hors classe. Il est également quasiment impossible de devenir professeur après 10 ans en tant que maître de conférence. C'est soit avant, soit jamais. Enfin, dans le cas des mathématiques appliquées et de l'histoire ancienne, on voit bien, en tout cas je vois bien, que le statut d'enseignant du secondaire n'est qu'un moment de transition dans la carrière. Donc si on prend histoire ancienne et mathématiques appliquées, on voit que l'escalier bleu, on devient nécessairement autre chose au cours du temps. J'espère avoir pu vous montrer dans ces quelques minutes qu'une utilisation d'apparence simpliste de l'analyse de séquence
permet d'appréhender d'une manière efficace les grands principes de différenciation de carrière sans exclure, et c'est le plus important, sans exclure a priori certains devenirs possibles. Elle constitue dès lors un outil très puissant de défrichage des données et d'aide à la compréhension de la structuration des carrières et de leurs déterminants. Merci. Un mot de conclusion. Cette analyse de l'emboîtement, c'est une nested analysis, comme on dirait, de l'emboîtement emploi, carrière, discipline, établissement, produit un certain nombre de résultats significatifs sur l'ensemble des personnels enseignants et des carrières possibles hors établissement de recherche. Je vous rappelle que nous ne savons rien dans ces données des établissements, des grands établissements de recherche, CNRS, INSERM, INRA, INRIA, etc. Et c'est tout à fait dommage parce que il peut y avoir des interactions puissantes. Mais enfin, c'est l'effet du dualisme que j'ai évoqué au début. Vous voyez que pour y arriver, il faut recourir nécésairement à un ensemble d'informations importantes, mais pour aller plus loin, il faut disposer de plus, évidemment. Et c'est ce que nous nous attelons à faire maintenant, connaître la production scientifique de ces personnels d'enseignement supérieur, qui suppose de mobiliser de toutes autres données, connaître aussi l'état de l'emploi académique pour expliquer les mouvements démographiques, la création d'emplois, les demandes, les besoins. Ce sont des données qui ne sont pas aussi faciles à réunir et connaître par ailleurs la structuration des programmes de formation. Ça a été dit ce matin, la population des mathématiciens est extraordinairement volumineuse, mais c'est parce qu'elle contribue à énormément d'enseignements. Pas simplement de mathématiques, mais elle est contributive comme mathématiques à toutes sortes d'enseignements scientifiques ou dans d'autres disciplines. Et donc, il nous faut connaître cette structure curriculaire, en quelque sorte. J'ai mentionné déjà les établissements de recherche. Évidemment, la grande question, c'est concurrence ou complémentarité. L'intérêt, enfin, des données que nous exploitons, qui sont des données sur 30 ans, est évidemment manifeste pour orienter nos travaux à venir, puisque nous pouvons repérer à travers cette longue durée de 30 ans un certain nombre de transformations historiques sur la période considérée. Il y a eu des féminisations de certaines disciplines, il y a eu une évolution de la pression démographique, il y a eu des changements réglementaires, création par exemple des hors-classes. Quel est l'effet pur de cette incitation secondaire à la carrière, cette récompense dans un marché interne par rapport à des mobilités? L'ascension ou le déclin des disciplines, c'est un sujet qui a une actualité variable mais forte actuellement. La naissance d'autres disciplines, on voit apparaître des disciplines comme des étoiles, ou les carrières pluridisciplinaires. Tout cela est possible avec cette riche base de données. D'autre part, nous étudierons les effets de l'autonomie des établissements sur les carrières des personnels. C'est un peu tôt pour en apercevoir les conséquences à long terme, mais nous avons dans notre base des événements qui créent une discontinuité dans les données. Et donc, c'est intéressant d'analyser par des techniques appropriées ces discontinuités pour voir l'effet pur des modifications politiques et réglementaires. Par ailleurs, la grande question de l'internationalisation du marché des emplois académiques et de la mobilité des personnels est aussi, d'une certaine manière, accessible à travers ces données. Et enfin, point important, la différenciation des institutions, universités, grandes écoles, instituts, qui est un sujet qui est peu abordé, sauf à travers des catégories relativement élémentaires. Cette distinction-là nous permet d'avoir une vision non plus simplement dualiste ou en tripode, mais une vision de ce que c'est que la stratification de l'enseignement supérieur qui n'est pas a priori accessible à travers les approches classiques. Voilà l'exercice auquel nous voulions vous convier pour une première exploitation de cette importante base de données que nous avons pu mettre en œuvre grâce à la collaboration des équipes du ministère de l'Enseignement supérieur. Merci.